Spécial d'investigation. Le 11 mars 2011, le nord-est du Japon est frappé par un violent séisme de magnitude 9, suivi d'un tsunami dont les vagues atteignent jusqu'à 30 mètres de haut, ravageant plus de 600 km de côte et provoquant une série d'accidents majeurs dans la centrale nucléaire de Fukushima. Bilan, plus de 20 000 morts et disparus. Un an après, bien que la reconstruction soit en cours, l'étendue des dégâts reste considérable et la vie dans les régions touchées tourne au ralenti. Frappé par l'une des catastrophes naturelles les plus terribles de son histoire, le Japon vit avec une épée de Damoclès au-dessus de lui, celle de la centrale de Fukushima, qui ne peut être réparée en l'état et qui continue de fuir. Toutes les mesures prises dans les premières semaines pour évacuer et protéger les populations se sont peu à peu avérées inefficaces. Un an après, la situation s'est-elle améliorée? L'État a-t-il pris les dispositions nécessaires? Comment les habitants s'organisent-ils sur place? Nous avons enquêté afin d'évaluer les risques pris par les populations locales. Fukushima, un an après, un reportage de David Zavaglia. « 12 mars 2011. 24 heures après un tsunami dévastateur, le réacteur numéro 1 de la centrale de Fukushima explose. Des milliards de particules radioactives s'échappent dans la nature. TEPCO dit que la radioactivité qui s'échappe de la centrale ne lui appartient plus, mais elle appartient aux propriétaires des terrains sur lesquels elle tombe. L'État japonais stoppe brutalement 85% de ses réacteurs nucléaires, faute de pouvoir en garantir la sûreté. Mais il est trop tard. Ce n'est pas nous qui avons choisi les centrales, c'est l'État qui nous les a imposées. D'après les experts, il faudra au moins 30 ans pour dépolluer totalement la centrale et la fermer. Je suis fatiguée. Parfois, je me sens complètement perdue. Et tout ça, tous ces problèmes de radioactivité, c'est entièrement la faute de TEPCO. Depuis le tsunami, le Japon pense lentement ses plaies. Une cicatrice n'est pas prête de se refermer, celle de la radioactivité. Près d'1 million de Japonais vivent encore dans des zones gravement contaminées par la catastrophe de Fukushima. La colère gronde dans un pays d'ordinaire très soumis à l'autorité. L'État qui veut tourner la page répète que la région n'est plus dangereuse. Mais un an plus tard, la situation est toujours aussi critique. À commencer par Fukushima City, 300 000 habitants, située à 65 km de la centrale. Malgré les mois qui passent, les niveaux de radioactivité n'ont pas baissé. Et pour cause, le césium, principal élément radioactif échappé des réacteurs, est très tenace. Partout où il s'est déposé, il faudra 30 ans pour que la radioactivité diminue seulement de moitié. Dans ce jardin d'enfants de Fukushima, officiellement décontaminé, nous mesurons les radiations en temps réel. Et les taux sont terrifiants. Jusqu'à 6,35 microsieverts par heure au pied de ce toboggan, c'est 100 fois plus que la radioactivité naturelle mesurée en France. La maison est là-haut. Le gouvernement insiste pourtant sur l'efficacité de la décontamination pour se débarrasser du césium. Mais la réalité du terrain est radicalement différente. Nous avons pu suivre dans les environs de Fukushima City le responsable local de la décontamination, Toshiaki Kusano. Aujourd'hui, il visite un chantier en cours chez un particulier. Quelle quantité? Ça en fait du travail manuel. Seul le grand-père vit encore ici. Le reste de la famille a fui par peur des radiations. Il faut 3 jours à 1 semaine pour nettoyer une seule demeure et retirer la couche de terre polluée autour de la maison. Le plus difficile à décontaminer, ce sont les tuiles du toit. Car ces tuiles, elles sont faites en terre cuite. Et le césium qui a pénétré dedans est très difficile à enlever. La décontamination du toit nous pose problème. Mais vous voyez, le césium qui est imprégné dans les murs est lui aussi difficile à traiter. Car il s'agit d'une maison traditionnelle, avec des murs en terre. Et on ne peut pas déloger le césium. C'est un peu comme avec la terre du sol.
Le mieux, ce serait d'enlever le mur, mais on ne peut pas. Alors nous l'avons simplement lavé, mais je pense que ça n'a pas été très efficace. Voilà, c'est vraiment difficile. Ça ne baisse pas? Non, ça ne baisse pas beaucoup. Même si on enlevait plus de terre? Non, non, ça ne changerait rien. C'est toute la montagne qu'il faudrait nettoyer. Vouloir nettoyer la montagne, une utopie qui révèle toute la difficulté de la décontamination, d'autant que le personnel qui s'en charge n'a aucune qualification. Vous avez reçu une formation spéciale pour décontaminer la radioactivité? C'est notre entreprise qui doit s'en occuper. Ils doivent nous former. C'est pas encore fait? Non, pas encore. Les décontamineurs japonais prennent des risques incroyables. Avec en tout et pour tout un masque et 2 gants, ils passent la journée dans un environnement dépassant parfois jusqu'à 3 fois la quantité de radiation tolérée pour les travailleurs du nucléaire en France. En plus d'une décontamination surréaliste, il faut stocker des tonnes de terre radioactive dans de simples sacs. À l'échelle de la région, il faudrait retirer 28 millions de mètres cubes de terre pour éliminer le césium. Mais la place manque. Je pense que bientôt, on n'aura plus de place. Alors nous allons devoir faire des travaux pour agrandir ce terrain. Ici, la radioactivité de chaque sac se situe entre 2 et 9 microsieverts par heure. On a atteint 4 microsieverts par heure. Vous n'avez pas peur? C'est mon travail. En France, ces sacs seraient traités comme des déchets radioactifs et stockés dans des centres sécurisés. Ici, une simple bâche les recouvre. Personne ne sait qu'il y a ce lieu de stockage ici, sauf bien sûr les personnes concernées comme nous. Ce qu'on voudrait, c'est éviter que les gens connaissent l'existence de cet endroit pour qu'ils ne viennent pas y déposer tous leurs déchets radioactifs. Partez vite, s'il vous plaît. Vous êtes une jeune femme, vous ne devriez pas rester là. Partout, la situation est dramatique. La terre contaminée irradie les habitants, mais elle a également détruit l'activité de centaines d'agriculteurs. La région de Fukushima était l'un des plus grands vergers et greniers à légumes du Japon. Aujourd'hui, tout n'est que désolation. Masanobu Kano et Soyo Sato ont fondé une association pour soutenir les agriculteurs près de Date, une zone particulièrement contaminée. Nous arrivons chez Mikio Sato. Sa maison a déjà été décontaminée, mais elle se situe dans une zone d'évacuation conseillée. Monsieur Sato est donc réfugié. Il vient ici la journée, mais le soir, il rentre souvent dans une maison provisoire. Aujourd'hui, ils rendent visite à cet agriculteur Mikio Sato pour contrôler les taux de radiation et l'aider à se faire dédommager. Ici, nous sommes à 55 km au nord-ouest de la centrale. Ce village s'appelle Ryozen. Il est près de la ville de Date, dans la préfecture de Fukushima. Cette zone dépasse 20 millisieverts par an. C'est pour ça que l'État l'a définie comme une zone d'évacuation. Et la maison et les terrains autour appartiennent à M. Sato. Comme ailleurs, la décontamination de la propriété de Mikio Sato frôle le ridicule et prêterait à sourire si les conséquences à moyen terme n'étaient pas tragiques. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'objectif clair. Quand j'ai demandé à la mairie les objectifs à atteindre pour la décontamination, il n'y en avait pas. Pas de chiffres à atteindre. En réalité, ils ne mesurent même pas après la décontamination. Actuellement, la manière de faire de la mairie est d'enlever la terre seulement 5 mètres autour de la maison principale. Et ils ne touchent pas à d'autres lieux comme la grange ou le garage. Ils n'ont même pas nettoyé le toit. Ils ont juste nettoyé la gouttière. Et ils ont décontaminé ici aussi. Là devant. Ah, jusqu'ici ?
Ils n'ont pas fait jusqu'ici? Si, ils ont fait de ce côté-là, mais pas l'autre. Ah, ils ont enlevé la terre seulement là. Oui, seulement de ce côté. On va aller prendre une mesure ici. Les gens qui sont venus décontaminer ici, ils m'ont dit de marcher seulement le long de la maison si possible. Horrible. Ils vous ont vraiment dit ça? Oui. J'ai peur de vivre ici, bien sûr. Mais moi, je vais jusqu'au champ. Et mes champs, ils sont bien plus radioactifs qu'ici. J'ai peur, mais je dois aller travailler. Pour l'ensemble de ses souffrances, présentes et à venir, et la perte de ses revenus pour des années, Mikio Sato ne s'est vu proposer qu'une indemnité de 10 000 € par TEPCO, l'exploitant nucléaire, une somme dérisoire. C'est là encore le résultat d'une gestion désastreuse des conséquences de la catastrophe. Comme les terres agricoles elles-mêmes, d'abord autorisées à être plantées, malgré l'explosion, puis finalement arrachées. Alors c'est élevé ici? C'est élevé. C'est trop élevé. On est peut-être près d'une eau qui stagne. On va se déplacer. Normalement, si la terre d'un champ dépassait 5000 becquerels par mètre carré, on ne pouvait pas planter. Mais après l'accident, ce champ n'a pas été contrôlé, donc nous ne savions pas s'il était contaminé. On nous a autorisés à planter, et malheureusement, le riz cultivé était très contaminé. C'est que depuis le début, l'État sous-estime totalement l'ampleur de la contamination. Ainsi a-t-il défini des zones de risque par cercle concentrique. Et seul un rayon de 20 km autour de la centrale a été vidé de ses habitants. Pourtant, les autorités disposaient d'un logiciel nommé Speedy qui indiquait clairement que le vent avait poussé les dangereuses particules radioactives jusqu'à plus de 80 km. S'ils avaient informé la population, on aurait compris que la radioactivité ne se propage pas du tout en cercle. Et on aurait su bien plus tôt dans quelle direction le vent la poussait et sur combien de kilomètres les substances ont été étalées. Ainsi, on aurait pu savoir précisément quels habitants devaient impérativement se réfugier. Mais au début de la crise, par peur de créer la panique, le gouvernement a décidé de ne pas publier les résultats du logiciel Speedy. Et au lieu de donner les vraies informations, ils ont évacué les habitants autour de la centrale en fonction de simples cercles. C'est une mesure qui n'est absolument pas scientifique. Le professeur Hiroaki Koide est l'un des seuls scientifiques à oser remettre en cause le message du gouvernement. Il l'a d'ailleurs payé cher, exilé, il travaille seul dans un laboratoire vétuste loin du centre de Kyoto. Mais rien n'arrête sa détermination contre la politique nucléaire nippone. Pour les habitants du Japon, il y avait une loi affirmant qu'on n'a pas le droit d'être irradié, ni d'irradier quelqu'un au-delà de 1 millisieverts par an. Mais après avoir vu ce qui s'était passé, le gouvernement a mis au rebut toutes les lois sur le sujet. Ils ont commencé à dire qu'on serait obligé d'être irradié à bien plus d'1 millisieverts par an, et désormais on accepte que les habitants vivent dans des zones où la terre est polluée à plus de 40 000 becquerels par mètre carré. J'ai compris malheureusement que le Japon n'était plus du tout régi par la loi. Malheureusement, en même temps que la terre, la mer a également été contaminée par le poison radioactif, avec pour conséquence la mort de la pêche dans toute la région. Voici à quoi ressemblent les ports de la préfecture de Fukushima aujourd'hui. Un désert sans âme qui vive. Les rares bateaux qui partent en mer sont utilisés à des fins scientifiques. Nous avons pu embarquer sur l'un d'entre eux. Jamais aucun océan n'a été contaminé comme le sont les environs de la centrale. Suite à la catastrophe, toute l'eau utilisée par TEPCO pour refroidir les réacteurs en fusion a été rejetée en mer.